C'est un marché assez particulier qui fonctionne avec des codes un petit peu différents. Quand on achète des produits de luxe, on n'achète pas des produits parce qu'on en a besoin. Ça fait vraiment appel à l'émotion et au désir. On achète le rêve. Donc, ce qui est important, c'est que cette part de rêve, cette émotion, fasse complètement partie de l'expérience d'achat et doit être ressentie par nos clients ou nos futurs clients. Ça, c'est un des codes fondamentaux dans lequel la part du storytelling est extrêmement importante. Ensuite, c'est vrai que ce sont souvent des marques françaises ou italiennes, mais les marchés français et italiens représentent une toute petite part du chiffre d'affaires. Évidemment, les énormes marchés, les États-Unis est un marché énorme, le Middle East est un très gros marché, le marché chinois et de façon plus large, l'Asie du Sud-Est sont aussi des marchés extrêmement importants. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Talons hauts et semelles rouges, je crois qu'avec ces quelques mots, vous aurez tous deviné de quelle marque il s'agit. Et oui, j'ai la grande joie de recevoir Odile Szabó, Chief E-Commerce Officer et membre du COMEX de l'emblessime Christian Louboutin. La marque créée par Christian Louboutin himself en 91 raconte à elle seule le succès du luxe à la française à travers le monde. Avec l'arrivée de la famille Agnelli au capital de l'entreprise en 2021, le chausseur parisien entend désormais atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le secteur du luxe est clairement un secteur à part. Les marques françaises sont particulièrement bien positionnées sur ce marché. Avec Odile, nous allons prendre le temps de comprendre comment celui-ci fonctionne dans cette conjoncture économique pas toujours évidente à anticiper. Nous poursuivrons sur la stratégie de développement de Christian Louboutin. En effet, le digital prend une place de plus en plus importante. Alors, comment le e-commerce vient-il s'insérer dans un plan de distribution historiquement organisé autour des points de vente ? Quelles sont les ambitions digitales de la marque ? Comment transpose-t-on les codes du luxe dans une expérience d'achat online ? Enfin, nous nous intéresserons à la relation client pour décrypter les enjeux de prise de parole de la marque. CRM, data, IA, réseaux sociaux, bref, comment Christian Louboutin entretient-il le lien avec ses consommateurs ? Mais avant de commencer, Odile, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, écoutez, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc moi j'ai rejoint la maison Christian Louboutin il y a un petit peu plus de 4 ans, juste avant le Covid. Mais avant ça, j'ai commencé mon parcours dans la grande conso chez Danone. T'as fait quoi comme études ? Plutôt école de commerce, à tout hasard ? Parcours classique, ouais. Prépa, école de commerce. Je suis partie, j'ai enseigné le marketing, je suis partie voyager un peu en Asie, en Thaïlande. Et puis j'ai commencé mon parcours donc dans la grande conso chez Danone. Puis j'ai eu la chance d'intégrer le groupe Hachette Livre. Tu faisais quoi chez Danone ? J'étais chef de produit sur la marque Breakfast, qui n'existe plus du tout. On est en quelle année à peu près ? On est en 93. Ok. Voilà.
Et donc là, j'intègre Hachette Livre en tant que responsable marketing à l'éducation. Tu restes pas trop longtemps chez Je reste Danone. pas très longtemps, Ouais. non, je reste 2 ans. Ouais. Et j'avais envie voilà, on est venu me proposer ce poste et j'étais très contente de rentrer dans un monde un petit peu plus culturel. Mais pour y faire quoi? Et ben pour être responsable marketing sur les livres chez Hachette Éducation, donc sur les livres scolaires, collège, lycée et université. Là, tu fais le grand écart quand même en passant de Là, je fais un grand l'agro écart. Ouais, un grand écart et un peu déçu parce que finalement, dans la grande conso, les chefs de produits étaient un peu les rois. Ils décidaient un peu de la vie du produit de A à Z, alors que dans l'édition, on était un peu considérés comme les épiciers et les rois, c'était plus les éditeurs avec leurs auteurs. Donc un petit peu déçu finalement du rôle à jouer. Et c'est là que j'entends parler pour la première fois des débuts du dictionnaire interactif. Avec Jacques Chirac notamment qui était venu tester le produit et qui ne savait pas utiliser une souris et qui appelait ça le mulot. Voilà. Ah, t'as vécu ça? Voilà, j'ai vécu ça, absolument. Génial. Ouais. Génial. Et c'est là que j'ai la formidable opportunité de suivre mon ami de l'époque, mon copain, qui partait vivre à Los Angeles en tant qu'expatrié. Quelle année à peu près? Là, on est en 93-14, alors peut-être que l'autre c'était 92, doit être 93-14. Et donc je me dis super opportunité pour aller découvrir cet univers digital sur la côte ouest. Je me dis que j'ai sûrement plein de choses à apprendre et c'est un univers qui a commencé un petit peu à me titiller avec toutes les prémices justement. Et du numérique. Voilà. Et donc là je reprends des études et je fais un master en digital. Et, à Los Angeles. À Los Angeles. Et j'enchaîne en travaillant dans une start-up de e-learning là-bas. Je rentre dans cette start-up de e-learning où il y a une quarantaine de personnes et j'en repars 3 ans et demi plus tard où il y a 280 personnes. Et là, je passe par les différents métiers du digital. Donc, l'entreprise développait, à l'époque, c'était encore des CD-ROM. On développait des CD-ROM pour des entreprises telles que American Express, Federal Express, la Banque Royale du Canada. Moi, il se trouve que je parlais français, donc les programmes franco-anglais aussi étaient intéressants. Et donc, je commence en faisant des tests de programmes. Puis je passe programme développeur pour être ensuite rapidement promu à l'américaine. Quand ça se passe bien, on est vite promu. Donc 6 mois plus tard, j'étais chef de projet et je coordonnais des projets de développement de programmes interactifs de A à Z en recueillant la demande client et en coordonnant tout le travail des équipes, que ce soit les équipes de graphistes, des équipes de développeurs, ceux qui créaient tous les médias, le son, la vidéo, les testeurs. Et puis j'avais présenté le produit alpha test, bêta test et produit fini aux clients. Donc une expérience passionnante. T'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça un peu moins de 3 ans. Et j'ai trouvé ça... T'en retiens quoi de cette expérience? C'est souvent les premières expériences un peu fortes comme celle-là. Elles donnent une marque, un élan pour la suite. Qu'est-ce que t'en retiens? Alors déjà, le fait de vivre à l'étranger, ça permet de comprendre aussi finalement le poids de notre culture et de comment on réagit en tant que Français, et puis de voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et là, il y a un truc qui m'a vraiment choquée, c'est que j'avais l'impression d'être toujours la râleuse et à voir les choses de façon négative. Et eux, à l'opposé, les Américains sont toujours over-optimistes. Et quand dans nos développements de programmes, on avait des problèmes. Et donc moi j'ai dit, oh là là, on a des problèmes, mais on va jamais respecter les délais, on va pas y arriver. Et eux, ils avaient un sourire jusqu'aux oreilles en me disant, mais on a des challenges à relever. Ils appelaient pas ça des problèmes, ils disaient c'était des challenges. Et c'était comme si c'était vraiment, allez, on va y aller, c'est chouette. Et ils positivaient tout le temps. Ils montraient toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et ça m'a marqué vraiment fortement en termes de positive attitude, c'était extraordinaire. Et le deuxième point, c'est que c'était une entreprise très jeune, super dynamique,
la plupart des salariés de cette entreprise avaient tous une passion. Donc, ils faisaient de la musique, ils faisaient du stand-up comédie. Et on faisait une fois par mois des déjeuners, tous ensemble, où chacun venait montrer son savoir-faire, son talent. Et puis, on reconnaissait aussi le travail extraordinaire de quelques personnes. Et on leur offrait des places pour aller voir la finale de la NBA, pour aller voir un match de baseball, etc. Et moi, je trouvais ça un peu ridicule. Je me suis dit, ils distribuent des bons points. En tant que bonne Française, j'étais un peu critique. Et le jour où ça m'est arrivé, où j'ai bossé jusqu'à 1h du matin pour finir le programme, et que devant tout le monde, on m'a applaudi et on m'a donné des places pour aller voir la finale de basket, j'étais hyper fière, hyper contente. Et je me suis dit, mais en fait, ça marche. C'est tellement agréable que tout le monde reconnaisse l'effort énorme qui a été produit. Et ça fait plaisir et c'est simple. Et donc voilà, moi c'est 2 choses qui m'ont marqué dans ma carrière, c'est envoyer de la reconnaissance et puis garder une attitude positive et optimiste. Voilà, je trouve que j'ai essayé de garder ces 2 valeurs-là en tout cas. Très bien, alors après cette expérience de 3 ans à Los Angeles, donc, tu restes à Los Angeles ou... Non, je décide de rentrer avec une décision évidemment à 2. On s'est mariés et on s'est dit, est-ce qu'on veut fonder une famille à Los Angeles ou est-ce qu'on veut retourner en France? Et vous êtes pas allé à Las Vegas quand même? Non, on s'est mariés, on est rentré en France. J'ai fait mon enterrement de vie de jeune fille à Las Vegas, mais bon, ça restera un autre sujet. Ouais. Mais vous rentrez en France? On rentre en France en se disant, on a connu pas mal de familles de Français qui avaient eu leurs enfants là-bas, un peu plus âgés que nous, etc. Ils étaient à la fois très critique de la société américaine et très critique des Français. Et on s'est dit, nous, on veut choisir. Donc, si on reste aux États-Unis, on prend la nationalité américaine, on élève nos enfants à l'américaine et on devient américain. Voilà. Et en fait, on n'avait pas forcément envie de ça complètement. On avait envie de retourner en France. On se sentait peut-être plus français qu'américain. Donc, on est reparti un peu le cœur gros parce qu'on a eu une vie incroyable et on est rentré fin novembre. Donc, sous la pluie et la grisaille parisienne, c'était un peu dur. Là, c'est quoi, 96, 97 98. 98. Ouais, fin 98. Et donc là, on arrive en France, c'était l'explosion du digital. Donc moi, avec mon expérience américaine, on me déroule le tapis rouge, c'est incroyable. Hachette avait créé une entité multimédia, me propose de les rejoindre. Je les rejoins pendant quelques mois, mais le CD-ROM périclait très très vite avec le haut débit et donc on était dans les mêmes bureaux et des actionnaires communs avec Club Internet et donc très vite je pars chez Club Internet où là j'ai un rôle de business développeur donc pour développer des chaînes thématiques sur le portail de Club Internet qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Qui était un fournisseur d'accès. Qui était un fournisseur d'accès Internet, voilà. Donc pour les plus jeunes qui écoutent, pour pouvoir se connecter à l'époque, on avait besoin d'un CD-ROM, d'installer le logiciel. Une vieille ringarde en parlant de tout ça. Non, mais il y a d'autres mots comme ça, comme l'ICOS, hein, tu vois. Voilà, très bien, oui aussi. Puis on parlait pas du digital, on parlait du multimédia à l'époque. Multimédia, voilà. Mais bref, cette expérience chez Club Internet me permet aussi de rentrer en contact avec tout l'écosystème finalement digital, puisque l'objectif était de générer de l'audience sur ces chaînes thématiques, mais de s'associer avec différentes chaînes thématiques. Donc à l'époque, il y avait Plan Fax pour les plans, il y avait des sites de nutrition en ligne, des sites de prénoms. Et bref, donc je monte en fait des business models avec tous ces partenaires basés au CPM, donc au coût pour 1000, au CPC, au coût par clic, au forfait, en bossant avec la régie Lagardère qui était notre régie de l'époque, donc assez intéressant et varié. Et puis, Club Internet n'était pas en très très grande forme et on commençait à perdre pas mal de clients, donc j'ai senti un peu le vent tourner. Là, je me suis dit, voilà, j'adore le digital, je veux rester dans cet univers-là, mais je veux trouver une entreprise qui a un business model qui tient la route. Et qui gagne de l'argent et qui fait du profit parce que c'était aussi l'éclatement, l'effondrement de toutes ces bulles qui ont explosé et finalement quel est le modèle économique et comment toutes ces entreprises peuvent perdurer.
Et c'est là que j'ai la chance de rencontrer Pierre Kosciusko-Morizet et Olivier Mathieu, qui 2 ou 3 ans auparavant venaient de créer Price Minister, donc place de marché C2C et B2C. D'abord dans les produits culturels, donc à l'époque c'était dans les livres, les CD, les jeux vidéo et les DVD. Et donc Olivier, moi je les rencontre, coup de foudre, je trouve le modèle génial, je trouve ces 2 personnes passionnantes et j'ai envie de rejoindre l'aventure. Ils me font une proposition, donc je rentre, j'étais le bras droit d'Olivier Mathieu, donc lui était en quelle CMO. année tu rentres ? Je rentre en 2004. 2004. Et c'est là que j'ai tout appris dans le e-commerce et le digital. Parce qu'en 2004, Price Minister, c'est combien de personnes ? C'est une quarantaine, 40-50 personnes. Voilà. Je crois que j'étais la salariée 55. On a mis il y avait nos noms, nos numéros. Bras droit d'Olivier Mathieu, qui était CMO, cofondateur et CMO. Ouais. Donc là, tu es dans le marketing. Moi, je suis dans l'équipe marketing et mon rôle au début était, j'encadrais, c'était de développer l'acquisition de trafic. Donc au début, on faisait que de l'affiliation. Puis très vite, on a développé les partenariats avec les comparateurs de prix, évidemment avec Google. Enfin voilà, tout les différentes façons d'acquérir du trafic online, avec une façon, et c'était ça l'intelligence aussi qu'ils avaient anticipé, une façon de traquer en fait toute l'arrivée de notre trafic de toutes ces sources différentes et de mesurer pour 1 euro investi combien ça me rapporte avec nos propres outils, sans utiliser des outils tierces comme Google Analytics, etc. On pouvait avec notre propre outil calculer exactement ce qu'un comparateur de prix, un Google, bon à l'époque Facebook n'existait pas, mais voilà ce que chacun de nos partenaires pouvait nous rapporter. Yahoo. Exactement, on bossait avec d'autres fournisseurs d'accès, on bossait avec Free, on bossait avec Tiscali à l'époque, enfin, tous ces noms-là, si ça dit quelque chose aux gens qui nous écoutent. Beaucoup n'existent plus. Et puis assez rapidement, l'acquisition, on avait acquis plus d'1 million de clients, donc on se rend compte que ces clients, il faut les fidéliser, à la fois côté vendeur et côté acheteur, parce qu'on avait aussi des vendeurs particuliers. Donc je commence à monter toute une équipe fidélisation aussi. Et donc là, on a fait tout un énorme travail sur du CRM. Je pense qu'on a été un des premiers, on travaillait à l'époque avec l'agence qui s'appelle Mille Merci, qui a changé de nom d'ailleurs aujourd'hui, d'un seul coup j'ai un doute. Je sais oui, enfin en tout cas je la connais. Voilà. Isolis et Thibaut. Et donc on monte, on commence à envoyer des triggers email, donc des messages personnalisés basés sur le comportement du client. Et donc ça c'était en 2008, quoi. Donc on était assez précurseurs sur tout ça, en utilisant la richesse de la donnée et de nos algorithmes, en nourrissant finalement les algorithmes pour pouvoir envoyer un message le plus personnalisé possible, le bon message à la bonne personne au bon moment. Voilà, et donc tout ça nous a permis de connaître la croissance fulgurante qu'on a connue. Et puis en 2000, alors je ne me rappelle plus exactement de la date, je crois que c'était 2009-2010, Price Minister est racheté par Rakuten, leader du e-commerce japonais. Et donc là, gros changement bien sûr, découverte du Japon, tournée vers l'international, et puis avec un enjeu de faire évoluer notre business model qui était à majorité C2C vers du B2C. Donc, et les Japonais à ce moment-là nous ont dit, ben voilà, nous on va vous expliquer comment on est devenu si gros et quelles sont toutes les méthodes qu'on a appliquées pour ça. Pour faire de l'empowerment de nos marchands, pour leur expliquer comment créer des boutiques au sein de notre marketplace qui soient le plus efficaces possible, comment ils vont enrichir leurs boutiques, comment ils vont suivre des KPI. On leur a appris à faire du e-commerce. On va vous montrer tous ces outils-là qu'on a développés, mais à vous de le faire à votre façon, dans votre culture française, adaptée à vos clients. Et 2 ans plus tard, on avait donc 60% de chiffre d'affaires était fait par le C2C. 2 ans plus tard, on a complètement switché le modèle. 80% de notre chiffre d'affaires était fait par du B2C, donc par des marchands professionnels. Donc ça a été vraiment extraordinaire. Ils nous ont aussi apporté des valeurs très fortes. Là, tu as toujours un rôle marketing. C'est quoi le rôle que tu joues ? Assez rapidement, Pierre, suite au rachat, reste encore 1 an et demi. Pierre Kosciusko-Morizet
centralisé, puis s'en va. Et donc Olivier Mathieu prend la présidence de Rakuten. Et moi, je deviens CMO. Donc, avec donc à la fois une équipe acquisition, une équipe fidélisation, une équipe de web design, une équipe PR, études, branding, une équipe UX. Voilà, vraiment la palette assez large du marketing pure player. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. En fait, tu prends ce rôle de marketing, la société grossit grâce à l'influence japonaise, et puis le modèle se réoriente vers un modèle B2C à 80%. C'est ce que tu es en train de dire. Et avec des valeurs assez fortes que nous ont apportées les Japonais, qui ont été assez... qui ont vraiment consolidé un esprit d'appartenance. Et je pense que l'intégration s'est très bien faite autour de valeurs du type très orientées KPI, c'est-à-dire que quand les Japonais ont racheté Price Minister, on regardait chez Price Minister, on avait des rapports hebdomadaires de nos activités. Les Japonais nous ont dit, mais c'est un rapport quotidien qu'il vous faut sur tout ce que vous faites, sur tous les canaux, sur tous les emails que vous envoyez. Et puis très vite, on a eu des rapports même heure par heure. C'est-à-dire que quand on faisait des événements sur des événements promotionnels sur nos points de fidélisation, super points multipliés par 10, par 100, etc. Sur une journée, on pouvait créer des pics ou pour il y avait un pilotage en temps réel, quoi. Voilà, exactement. On voyait des pics de vente augmenter, on suivait le trafic, le nombre de ventes, etc. Enfin, on pouvait vraiment suivre de façon extrêmement... Donc, le suivi des KPI, toute la partie A/B test, finalement, ce qu'ils appelaient Shikumika, c'est-à-dire Always Improve, Always Advance. Fais un test sur un petit échantillon sans prendre de risque avec un certain petit budget, et si ça marche, tu généralises, et c'est ça qu'on appelle le Shikumika. Et c'est des valeurs qui sont restées ancrées de façon très très forte, parce que je pense que c'est des fondamentaux pour développer son business en ligne. L'A/B test, le suivi de KPI, toutes ces valeurs-là sont, ont continué à driver ma façon de penser, et j'ai essayé d'appliquer ça après tout au long de ma carrière. Et je pense aussi un point très très important que m'ont appris Pierre Kosciusko et Olivier Mathieu, c'est d'aller de la curiosité, de rencontrer sans arrêt du monde, de s'ouvrir vers ce qui se fait. Et donc moi, toutes les semaines, je rencontrais au moins une start-up. Le vendredi après-midi, je gardais ce temps-là pour aller rencontrer des start-up. Et puis parfois, on était démarchés par différentes sociétés, mais là-dedans, on a trouvé des pépites. Donc très vite, quand Criteo a commencé, on a été une des premières sociétés à travailler avec Criteo. Voilà, il y a plusieurs pépites comme ça qu'on a trouvées à ses débuts, et ça nous a permis toujours d'avoir une longueur d'avance. Et c'est aussi quelque chose que j'essaye de garder, de toujours s'ouvrir sur quelles sont les nouvelles tendances, quels sont les nouveaux acteurs, quelles sont les nouvelles pépites qui arrivent. Jonathan Cherki de Content Square, je l'ai rencontré tout au début aussi, j'ai toujours cru, j'ai trouvé que la solution était extraordinaire. J'ai signé tout de suite chez Price Minister, et tout au long de ma carrière, j'ai signé Content Square dans toutes les sociétés où je suis allée, parce que je trouve que cet outil est fabuleux et répond à un vrai besoin de professionnels du e-commerce pour comprendre les comportements des clients. Donc voilà, Tu restes combien de temps, jusqu'à quand chez Price? Alors, chez Rakuten, je reste 12 ans, donc je suis rentrée en 2004, donc... 2016 voilà. 2016, il se passe quoi? Alors 2016, au bout de 12 ans, je commençais à me dire... Plus grosse expérience en termes de durée? La plus grosse expérience en termes de durée. J'étais extrêmement bien. Ça a été une expérience professionnelle, humaine, extraordinaire. Je me suis jamais ennuyée, sans arrêt. Il y a eu des rebonds. Voilà, j'ai recruté plusieurs personnes dans l'équipe avec qui je suis toujours en contact, qui ont été, pour la plupart d'entre eux aussi, fondateurs de start-up extraordinaires. Voilà, donc c'est vraiment, c'était des pépites, quoi. Voilà, j'ai vraiment travaillé avec des gens intelligents, dans la bonne humeur. On a rigolé comme jamais, on a travaillé comme jamais. C'était vraiment une expérience fabuleuse, et on se retrouve toujours entre anciens Price Minister. Voilà, il y a un truc qui s'est créé, on s'est vraiment attaché, et je pense que chacun d'entre nous n'oubliera jamais cette expérience. Et au bout de 12 ans, je me dis, bon, il faut que je me bouge, je suis un peu trop dans une zone de confort, voilà.
je commence à rentrer dans un train-train et donc je commence à faire savoir un peu sur le marché que j'avais envie de bouger. Et puis là, on me propose un poste chez Vestiaire Collective, donc place de marché de mode de luxe international, de seconde main. Et je me dis, je vais retrouver des problématiques de place de marché que je connais déjà, avec du B2C et du C2C, donc des problématiques d'acheteurs, vendeurs, particuliers ou professionnels. Et je vais rentrer dans cet univers un peu différent, très inspirant, qui est la mode et la mode de luxe. Et puis, le business model et la seconde main, ça me parlait beaucoup. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une vraie logique finalement à recycler tous ces vêtements qu'on va porter une fois ou deux fois et à acheter des produits vintage qui ont déjà une vie, leur donner une seconde vie, une troisième vie, etc. Et donc, expérience donc, dans laquelle j'ai en effet découvert et commencé à toucher à la mode de luxe, interagi avec les marques, travaillé beaucoup à l'international, puisque la marque était présente dans tous les pays d'Europe et les États-Unis. Et puis, c'est là qu'on a commencé aussi à développer l'Asie. Voilà, mais l'aventure... Tu y restes 2 ans, j'y reste 2 ans, un petit peu moins de 2 ans. L'aventure se termine assez rapidement avec un marché qui ralentit, avec pas mal d'interrogations sur la direction stratégique à prendre. Et donc, dans ce cadre-là, je quitte l'entreprise. Et puis, je prends quelques mois pour réfléchir. Et là, on vient me proposer une aventure assez folle d'intégrer Ledger. Donc, j'étais assez fascinée. En fait, donc Ledger, société start-up pure player dans la sécurisation de la crypto-monnaie et de la blockchain. Donc, ils vendent des petits, ça ressemble à une clé USB, des petits Nano S, Nano X pour protéger sa clé. Qui permet d'accéder à ces cryptos. Donc un univers extrêmement technique et geek qui me fascine complètement, donc sur lequel j'apprends énormément et je côtoie des gens extrêmement intelligents et passionnés. Mais c'est vrai que quand on m'a embauchée, j'étais plutôt venue pour aller un peu évangéliser auprès de couches un petit peu moins techniques et vers les femmes, etc. Et puis en fait, le marché, la crypto s'écroule complètement. Le marché se recentre sur les early adopters et sur vraiment des geeks. Là, on est en quelle année ? 2018 un truc comme ça ? On est en 2018, ouais, on doit être en 2018. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, je me rends compte finalement que je suis un peu trop éloignée de ce marché-là, qui s'adresse vraiment à des geeks très techniques et que c'est un univers qui me correspond pas. Donc, tu quittes l'aventure. C'est le moment aussi où Éric Larchevêque s'en va, où il y a une grosse vague de départ. Et donc, moi, je quitte l'aventure à ce moment-là. Je me mets d'accord avec Pascal Gauthier, qui reprenait la direction générale de l'entreprise. Et je m'en vais. Et je passe un bel été je me pose pas mal de questions. Je me dis, en fait, j'ai passé beaucoup de temps dans ma carrière chez des pure players. J'aimerais bien, avec des virages souvent à 180 degrés, vraiment de stratégie assez fréquents, j'aimerais bien rentrer dans une entreprise un peu plus stable, construire une stratégie un peu plus long terme. Et là, on vient me proposer, à travers un cabinet de recrutement, d'intégrer la maison Christian Louboutin pour diriger toutes les ventes en ligne dans le monde. Et je me dis, mais la marque est magnifique. Je reviens dans un univers de mode, de luxe qui m'avait pas mal séduit chez Vestiaire Collective. Je sens que je peux apporter mon expertise et que je peux apporter une vraie valeur ajoutée. J'ai envie aussi de mettre un pied dans le retail et de comprendre un peu mieux comment fonctionne un univers de boutique et vraiment de développer cette omnicanalité et ces liens transverses entre le online et le offline. Et donc, voilà, très excitée aussi de travailler pour une marque très internationale. Voilà, donc je rejoins l'aventure juste avant le Covid. 2019, début novembre 2019. Ouais. Et quelques mois plus tard, je devais prendre l'avion pour partir au Japon et en Chine. Et les frontières me ferment, tout ferme. On dit non, Odile, tu pars pas. Et là, je me retrouve à la maison.
On compte sur toi pour les ventes online. Alors, quand j'arrive dans la maison, je me rends compte que les premiers mois sont assez difficiles. Je me rends compte qu'il n'y a pas... Moi qui viens d'un monde de pure player, je me rends compte que c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. J'ai pas l'impression de parler la même langue. J'ai l'impression qu'on me comprend pas. J'ai mon jargon de digital pure player. Et là, on me parle d'OTS, Open to Sell, Open to Buy, de market, de saison. C'est pas du tout ce dont j'ai l'habitude et pas le vocabulaire que je... Et donc, et puis je me rends compte que le e-commerce est considéré comme la e-boutique, est traité vraiment comme une boutique, au même titre qu'une boutique physique. Et je me dis, oh là là, mais c'est pas... Je me rends compte dans les reporting, j'ai pas de chiffre d'affaires le samedi et le dimanche. Non, parce que les boutiques sont fermées. Enfin, pas le dimanche, les boutiques sont fermées. Oui, mais moi, je vends en ligne le dimanche. Comment se fait-il qu'on n'a pas de chiffre d'affaires ? Enfin, donc, tout était calé sur un mindset très boutique. Et le chiffre d'affaires du online était inférieur à 10%. Donc, je ne sens pas forcément de mobilisation de la part des différents départements d'entreprise sur mon arrivée. Il y avait quelque chose à réveiller. Voilà. Et la chance... Malheureusement, je l'appelle comme ça, que le Covid arrive, c'est que toutes les boutiques ferment les unes après les autres et que mon patron, Alexis Moureau, me dit, Odile, maintenant, c'est ton moment. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait pour vendre en ligne ? Parce que toi, tes entrepôts ils sont toujours ouverts, les sites sont toujours en ligne, donc maintenant, il n'y a que ça pour vendre. Donc, dis-nous. Et là, j'ai commencé à pouvoir expliquer quelles sont les règles d'or pour pouvoir vendre. On t'a écouté. Et on m'a écouté. Et ça a été extraordinaire parce que et là la société s'est mobilisée, tout le monde a écouté, il y a eu les décisions ont été prises rapidement, les choses sont allées très vite et c'était le meilleur moment de ma vie. Ça a explosé et voilà. Bon, après on est revenu à new normal comme on dit, mais tu vas nous raconter tout ça un peu après. Merci pour cette présentation sur ton parcours professionnel et on comprend bien tout ce que tu as appris au cours de tes différentes expériences et comment tu peux les mettre en pratique aujourd'hui chez Christian Louboutin. Je le disais en introduction, Christian Louboutin, c'est une marque de luxe, un chausseur de luxe. J'aimerais bien que tu nous livres un peu la vision du marché en général du luxe. Peut-être faire un focus sur la dimension chaussures. Comment ça fonctionne ? Quels sont les codes ? Comment s'organise l'offre et la demande ? On entend dire beaucoup de choses, puisque les grandes sociétés françaises comme LVMH ou Kering, qui font partie des fleurons de l'industrie française, les plus importantes marques au monde, présentent régulièrement des résultats plus que satisfaisants, dans un contexte économique qui n'est pas simple, mais qui ont aussi une présence globale, c'est-à-dire sur l'ensemble des marchés, l'Asie pouvant rattraper une Europe qui peine plus, ou inversement. Comment on peut dresser le portrait de ce marché du luxe aujourd'hui, en 2024 ? Alors tu l'as résumé, hein, c'est un marché assez particulier qui fonctionne avec des codes un petit peu différents. Quand on achète des produits de luxe, on n'achète pas des produits parce qu'on en a besoin. Ça fait vraiment appel à l'émotion et au désir. On achète le rêve. Donc, ce qui est important, c'est que cette part de rêve, cette émotion fasse complètement partie de l'expérience d'achat et doit être ressentie par nos clients ou nos futurs clients. Donc, ça répond ça, c'est un des codes fondamentaux dans laquelle la part du storytelling est extrêmement importante. Ensuite, c'est vrai que ce sont souvent des marques françaises ou italiennes, mais les marchés français et italiens représentent une toute petite part du chiffre d'affaires. Ouais. Évidemment, les énormes marchés, États-Unis est un marché énorme, le Middle East est un très gros marché, le marché chinois et de façon plus large, l'Asie du Sud-Est sont aussi des marchés extrêmement importants. Donc, c'est des logiques très internationales avec... il y a une part de global, et ça a toujours été, je pense, des réflexions de qu'est-ce qui doit être décidé par le corporate et par le central, et qu'est-ce qui doit être géré de façon plus locale et culturelle. Et donc, il faut faire un petit peu la part des choses, et je pense qu'en fonction aussi des années, du moment, de la stratégie de l'entreprise, je pense que ça varie aussi
d'une année à l'autre. Et puis, dans ce marché, tout est regroupé dans des très gros groupes, comme tu l'as dit, donc LVMH, qui possède énormément de marques de luxe, Kering, et puis il y a Christian Louboutin, qui est encore une maison indépendante, ou presque, on a quand même le fonds Exor, donc de la famille Anelli, qui est rentré en 2021 pour 24% du capital, mais l'entreprise appartient encore majoritairement à Christian Louboutin lui-même. Et donc, on reste indépendant. Donc, comment on arrive à résister et à se distinguer et à sortir du lot? C'est vrai que c'est pas évident. Et on a une spécificité, c'était que toute cette marque de luxe dont on parle, c'est pas des chausseurs. À la base, ce sont des marques de luxe, de mode, de maroquinerie, de mode, de vêtements, et ils se sont mis assez tard à dire il y a une opportunité finalement dans la chaussure. Et ils sont rentrés dans la chaussure, je dirais, vers les années 2012. Ils rentrent sur le marché sur la chaussure, et notamment vers les années 2016, ils commencent à rentrer et accélérer avec tout ce qui est sneakers. Donc, gros développement de cette catégorie. Et donc, nous, ça nous fait beaucoup de nouveaux concurrents aussi sur lesquels on doit faire face sur le marché. Voilà, je pense que les autres codes aussi de ce marché, c'est la rareté. C'est que ce sont des produits, parfois on a du mal à répondre à la demande, les usines n'arrivent pas à suivre le rythme de la demande, donc ça c'est aussi une des spécificités du luxe. Là je pense que ça marche un petit peu comme, on marche aussi au rythme des saisons, donc des nouveautés, des exclus qu'on peut faire aussi sur le online et dans certaines régions. Et aujourd'hui, le consommateur, en 2024, il a des attentes qui sont différentes de celles qu'il avait il y a quelques années. Est-ce que il y a finalement toujours aucune sensibilité au prix? Et si oui, est-ce qu'il a des sensibilités à autre chose, sur des enjeux plus RSE, sur des enjeux durables, ou ça, c'est du... Moi, j'ai l'impression que donc on a une pyramide de segmentation client. Dans le luxe, il y a un point particulier qui est quand même que la grosse majorité de nos clients sont des nouveaux clients et achètent une seule fois. Beaucoup de gens sont des clients, ce qu'on appelle les aspirational customers. Ils rêvent de posséder une fois dans leur vie une paire de Louboutin, ou ils rêvent de posséder une fois dans leur vie une montre Hermès, un sac Vuitton ou autre, mais ils n'ont pas forcément les moyens Donc on a une grosse majorité de nouveaux clients. Et puis on a une petite part de clients très fidèles, mais ils sont très très riches, de plus en plus riches, et cette part du haut de la pyramide, je dirais, qui a une énorme valeur client et qui sont nos clients les plus fidèles et qui ont vraiment la valeur client la plus importante, eux, ils ne sont pas très sensibles au prix. Ils ont vraiment, on peut tirer c'est le luxe, le top luxe. Ils vont par contre être extrêmement attentifs à tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire à l'expérience client, à l'accompagnement personnalisé du vendeur, au service, à la qualité de remboursement si remboursement est nécessaire, à l'entretien, à l'accompagnement pour entretenir la pièce achetée. La pièce achetée. Enfin voilà, nous on a chez Christian Louboutin un service de care and repair qui va prendre soin aussi des souliers et qui va les remettre à neuf. Et pour répondre à ta question sur le sujet RSE, oui, ça... De plus en plus, ça prend de l'importance. De toute façon, toutes les maisons de luxe maintenant se sont organisées avec un département RSE. Nous aussi, on a un département RSE très dynamique, avec plein d'actions en cours. On a calculé notre bilan carbone, on le suit, on s'est engagé à le réduire. Et on avance sur plein de sujets, on s'est donné des priorités, on s'est donné une roadmap, on a des comités RSE avec la plupart des personnes du comité de direction, et on s'engage. On a tous de plus en plus dans la maison participé à des fresques du climat,
Voilà, on a eu une session d'une demi-journée pour sensibiliser les membres du COMEX. Donc voilà, on se sent tous de plus en plus concernés et en effet, on a des sujets, on réfléchit à la seconde main et on sait que c'est aussi une des façons d'aller intéresser des jeunes générations. Qui aujourd'hui de plus en plus, que ce soit en boutique ou en ligne, vont demander où sont fabriqués les produits. Il y a quand même cette tendance-là que on ne voyait pas il y a quelques années. Alors, merci pour un peu cette vision du marché et les éléments d'explication, effectivement des différences qui singularisent le marché du luxe. Et on va pouvoir revenir un peu plus en détail sur Louboutin. En introduction, je le précisais, le rôle du e-commerce est de plus en plus fort pour Christian Louboutin. Tu nous as expliqué que finalement le Covid avait joué un rôle d'accélérateur dans la prise de conscience du digital au service de la marque. Comment ça se passe ? Tu parlais d'omnicanalité. Comment aujourd'hui ça s'organise ? Comment on fait pour faire en sorte que l'expérience d'achat, et tu le soulignais très justement, c'est un critère hyper important pour les clients, celle qui est connue en point de vente puisse d'une manière ou d'une autre se retrouver de façon cohérente sur un écran. Déjà, première chose, ça passe par la création d'une base de données client avec un ID unique qui soit consolidé chez nous ici en interne, où on va remonter la data des boutiques, ce qui n'était pas le cas il y a certaines années, il y a quelques années. Nos sales associates en boutique gardaient la donnée client pour eux. Aujourd'hui, la donnée client remonte au niveau corporate, est agrégée dans une base de données au même titre que les clients e-commerce. Et il y a un ID client unique que le client achète en ligne ou en boutique. Et évidemment, l'omnicanalité, c'est qu'on soit capable de le reconnaître. S'il va en boutique, on reconnaît qu'il a déjà acheté en ligne et inversement. C'est aussi être capable, notamment pendant le Covid, on s'est appuyé énormément sur le online pour essayer de driver des ventes vers les boutiques ou les quelques boutiques qui continuaient à faire de la vente à distance. Donc on a développé, c'est là que ça a accéléré tous les services de trouver ce produit dans la boutique la plus proche de chez moi, prendre rendez-vous avec un vendeur en boutique. Il y a des stocks unifiés donc. Alors, non, on n'a pas de stock unifié, on a encore des achats qui sont... mais on a ce qu'on appelle un bulk stock, donc il y a quand même un stock par région qui est un stock tampon qui permet... Non mais unifié, ça veut dire que tu sais où se trouvent moyen tu sais, plus ou moins. Alors, okay. toute l'architecture technique n'est pas encore complètement reliée. On lance notre OMS là aux États-Unis, donc dans un mois maintenant. Donc là, il va y avoir vraiment un stock unifié global. Ouais. Notre marché américain étant le plus gros marché de loin. Oui, c'est quoi en deux mots les plus gros marchés ? Alors, plus gros marché, donc marché US. Américain, de très loin. Et puis l'Europe. Et après, Asie, Chine, Middle East, Chine, Japon, Asie du Sud-Est sont des plus petits marchés pour nous. Okay. On est allé assez tard en Chine, donc on a été moins frappé par le Covid. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore assez petit et pas très connu en Chine. Donc c'est un enjeu très important pour nous, l'Asie, pour les prochaines années. On sait qu'on a un énorme potentiel de développement et donc on est très axé sur l'Asie. Donc pour revenir sur le e-commerce, l'omnicanalité en fait, aujourd'hui, vous ne faites pas du ship from store ? Non. On fait pas du chef. Alors, on commence à faire du e-com in-store. On commence à développer certains services. On a une roadmap assez claire. Ouais. Mais on les développe. On a commencé surtout par les États-Unis. Puis ensuite, on va faire sur l'Europe. On fait par ordre de taille de marché. Ouais, légitime. La part, quand je parlais de notre part de vente, je crois que je ne l'ai pas encore évoqué, la part de nos ventes en ligne n'est pas la même selon les régions. Là où elle est le plus développée, c'est aux États-Unis. Puis en Europe,
Puis au Middle East et en Asie, la part du e-commerce est beaucoup moins importante. C'est étonnant. Alors, je pense que c'est aussi, à part en Australie où c'est un peu plus développé, au Japon c'est assez culturel. La part du e-commerce est assez faible de façon générale. Alors chez nous elle est un peu plus faible que les autres marques de luxe, mais la part du e-commerce n'est pas plus de 10% au Japon. C'est assez faible. Les Japonais aiment aller en boutique. Ils aiment, c'est l'entertainment, c'est le shopping, c'est le plaisir d'aller essayer. Donc ils vont regarder en ligne, mais pas passer à l'achat. Au global, pour Christian Louboutin, la part du online, ça représente quoi du chiffre d'affaires ? Alors notre part du online est un peu supérieure à la moyenne des autres marques de luxe. On est aujourd'hui à 20% de notre chiffre d'affaires qui est fait en ligne. Oui, c'est énorme. C'est beaucoup. Ça représente quoi ? C'est uniquement les ventes générées par le site ou ça couvre un périmètre plus large ? Alors ça couvre non seulement nos différents sites christianlouboutin.com qui sont sur États-Unis, Canada, la plupart des pays d'Europe, le Middle East, le Japon, l'Australie, l'Asie du Sud-Est, mais aussi Tmall en Chine, et nos partenaires multimarques qui sont basés au UK pour certains, Selfridges, Harrods, d'autres au Middle East, Level, ou encore aux États-Unis comme Saks.com. Donc là, c'est un concept qui fonctionne comment Donc là, c'est pas du wholesale ? C'est pas du wholesale. On est honneur du stock. On met en ligne les produits, on contrôle les prix, on contrôle la distribution. Par contre, on n'est pas responsable de l'acquisition du trafic ni de l'expérience utilisateur sur le site. On va faire des temps forts quand c'est les mariages, Noël, etc. Où on va discuter avec notre partenaire multimarque pour amener du trafic sur nos pages de marque et nos fiches produits, avec des newsletters dédiés, avec des investissements en campagne médias, digital et offline. Et on va souvent associer aussi les boutiques offline en même temps. Donc on va avoir certains temps forts qui vont faire des pics de trafic et des pics de vente. Mais c'est vous donc qui expédiez, qui gérez le merch. C'est nous qui achetons, c'est nous qui adaptons l'offre aussi à la clientèle. On travaille avec ces multimarques parce qu'elles nous permettent d'accéder à une audience différente de nos clients sur notre christianlouboutin.com. C'est-à-dire que c'est souvent des audiences, des puits d'audience extrêmement larges et forts, parce qu'ils ont des audiences très très fortes. Ouais. Et ça nous permet aussi de faire découvrir le fait, et vous l'avez dit en introduction du podcast, Christian Louboutin est souvent connu pour ses chaussures femmes et ses escarpins. Mais Christian Louboutin fait aussi plein d'autres produits, des produits femmes, de la sneakers, des sandales, des espadrilles, des tongs, mais aussi des chaussures hommes, qui a été lancé un petit peu après, des chaussures hommes à la fois des mocassins, mais aussi des sneakers et aussi des sandales, des bottines, et aussi de l'enfant. Des animaux de compagnie, donc on fait des petits manteaux et des petites laisses pour chiens et chats, et puis bien sûr nos sacs et accessoires, qui est une catégorie qui se développe très très rapidement. Et cette visibilité, ces partenariats chez les distributeurs multimarques nous permet aussi de développer la notoriété de ces catégories, parce que quelqu'un qui vient visiter, qui vient chez selfridges.com et qui cherche un sac à main, va découvrir qu'il y a les sacs à main Christian Louboutin. En naviguant dans cette catégorie, il va dire « Ah bah tiens, c'est joli », et c'est comme ça qu'on arrive à développer aussi la notoriété de ces catégories de produits. Il y en a un joli juste derrière toi, non, de sac à main là. Ben voilà. C'est le Loubi 54. On est pour l'enregistrement dans les bureaux d'Odile. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Ok, donc le e-commerce, c'est à la fois le site et ces ventes qui sont pas des ventes marketplace, qui sont des ventes, comment tu les qualifies ? En e-concession. E-concession. Comme un corner dans un department store, voilà, où on possède le stock, on loue une place. Bah là, en ligne, c'est un peu le parallèle, sauf qu'on l'anime comme du... Et ça, c'est à peu près 20%. Tu parlais de l'assortiment, justement. Quelles sont les différences régionales qui existent en termes d'attente produit ? Tu le sais, ça ?
Alors oui, il y a des différences, je dirais, il y a surtout des différences avec l'Asie. L'Asie, les pieds sont pas tout à fait pareils. Il y a des pieds qui sont un peu plus larges. Et puis, plus une attente de confort et de plat. Il y a moins de hauts talons. Je dirais qu'aux États-Unis, on est plutôt sur un côté un peu bling-bling, voilà, avec beaucoup de hauts talons, beaucoup d'exubérance, beaucoup de couleurs. Il y a de l'audace, qui est d'ailleurs une des valeurs de notre marque. Côté Middle East, on va être avec beaucoup de sandales, de mules et de brillants. En Europe, on va, notamment au UK, on va être sur du plus classique. On est vraiment sur la chaussure homme, du mocassin, la chaussure à lacets, etc. Un peu plus classique. Et puis nos Kate, sockets, enfin voilà, nos permanents iconiques. Au Japon, on va être un peu plus sur de la sneakers, sur de la chaussure plate, plus confortable, à petits talons en Chine. Voilà, donc il y a des différences culturelles, bien sûr. Je reviens sur le sujet de la transposition de l'expérience d'achat existante, de la culture de cette expérience d'achat dans les points de vente online. Comment on design un site e-commerce pour une marque de luxe? C'est quoi les enjeux? Ils sont UX, ils sont graphiques, où ça se trouve? C'est quand j'ai rejoint la maison, une de mes premières tâches, on m'a dit il va falloir refaire le site e-commerce. Finalement, ce site e-commerce, il avait été lancé assez tôt pour le luxe. Je crois que c'était en 2010. Donc pour une marque de luxe, la maison Louboutin est rentrée assez tôt dans cet univers de e-commerce. Et était très fonctionnel. C'est un site très shopping avec beaucoup de produits. Dans la navigation était assez rapide, mais finalement quand même un site assez froid. Et ce que je disais tout à l'heure, un des codes du luxe, c'est quand même d'inspirer, d'engager son client, de le faire rêver, de lui apporter de l'émotion et du désir. Et on a tellement de matière et tellement de choses à raconter. On a déjà la chance de travailler avec le créateur de la marque Christian Louboutin, puisqu'il travaille à nos côtés tous les jours et il est là et il est très impliqué. Donc de parler de lui, de raconter sa vie, sa biographie, de qui il est. On a un savoir-faire, tous nos produits sont fabriqués en Italie, donc on a un savoir-faire extraordinaire dont on peut parler et raconter, montrer. Et puis chaque produit est designé par Christian Louboutin lui-même et son équipe. Il donne le nom de chaque produit et derrière chaque produit il y a une histoire. La Kate, la socket, ça vient de sa rencontre avec Kate Moss, etc. Donc on a plein de choses à raconter qui vont évidemment générer de l'émotion et tout ça, il faut que ce soit retranscrit sur le site. Notre site christianlouboutin.com, c'est avant tout la vitrine de notre marque. Donc elle doit refléter les valeurs de la marque qui sont l'audace, la joie de vivre, Paris, l'expertise et le savoir-faire bien évidemment, voilà, mais et ce côté singulier et unique. Je vous disais, face à ces mastodontes, LVMH ou Kering, comment on va se distinguer, Christian Louboutin? C'est en gardant notre unicité. Et parfois, quand on regarde des sites de luxe, en enlevant le logo, on a l'impression que c'est tous les mêmes. Ils ont tous la même tête. Et quand on a refondu le site... ils sont tous dans la même police. Voilà. Quand on a refondu le site, on a briefé l'agence. Quand on a fait un appel d'offres pour choisir l'agence, on leur a dit... On veut être différent, on veut garder ces valeurs de marque, il faut qu'elles soient reflétées dans le site. On veut que l'expérience shopping et toute la partie inspiration, storytelling soit disséminée tout au long du parcours client. Il faut que ce site y vive. Et ils vivent au rythme des Fashion Week, au rythme des events qu'on va faire, au rythme des expositions. Ça veut dire qu'on ajoute un contenu en plus des fiches produits pour pouvoir faire vivre cette histoire. Et on intègre dans le parcours shopping toute la partie histoire. Donc, quand on se balade dans le site, si on clique sur le produit, la Kate ou la socket, on a une vidéo, on a du contenu qui montre Kate Moss qui porte les souliers, on a la biographie de Christian qui explique qu'est-ce qui l'a inspiré et pourquoi il a... Voilà, on peut avoir un contenu très riche. Et pour moi, c'est fondamental et on continue à enrichir ce site. Il doit être aussi riche en termes de qualité de médias. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de la photo. Aujourd'hui, il faut évidemment proposer de la vidéo, il faut proposer du virtual try-on, il faut proposer de la 3D. Il faut pouvoir utiliser toutes ces nouvelles technologies qui vont faire que ce site, ça va être
la vitrine de la marque va aussi profiter de toutes les innovations technologiques qu'on peut avoir aujourd'hui pour vraiment rendre cette expérience mémorable, quoi. Donc, alors, mais oui, très bien, on le comprend bien. Plus finalement les services d'omnicanalité qui vont permettre de réunir à la fois la distribution physique et puis l'expérience online. Tu as commencé à le souligner tout à l'heure. Tu as même commencé par là. Il faut une base client. Et là, je voudrais arriver sur le sujet, le dernier point de notre conversation, qui est celui justement de la relation client. Créer une base de données paraît une évidence, d'autant plus qu'on veut servir avec intelligence ses consommateurs, aller sur de la personnalisation. Quels sont tous ces sujets? Comment sont-ils traités aujourd'hui quand on veut maintenir une relation avec ses consommateurs qui est à la hauteur des attentes légitimes qu'ils portent à la marque Christian Louboutin? Je vais revenir un petit peu sur le luxe en général. C'est vrai que dans le luxe, ce qui est au centre de la stratégie, c'est le produit. C'est la beauté du produit, c'est la fabrication du produit, c'est l'inspiration qui va générer le produit. Et donc pendant très très longtemps, je pense que toutes ces grandes maisons de luxe, et la maison Louboutin y compris, se sont organisées autour du produit. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'avait pas encore de base de données clients parce qu'on n'était pas client-centric. Et souvent, finalement, les sociétés qui sont dans du retail un peu plus mainstream sont plus en avance. Et le luxe est un petit peu en retard par rapport à ça. Et c'est vrai que ce qu'on appelle la client-centricity, c'est arrivé assez tard dans le luxe. Mais aujourd'hui, elle est fondamentale. On a tous compris que qu'il ne fallait pas avoir uniquement des reportings basés sur du produit. Ils continuent d'exister, ils sont fondamentaux et très importants, mais maintenant on a des reportings réguliers basés sur nos clients, le profil de nos clients, l'évolution de nos segments clients. On a des targets en termes de nombre de clients recrutés, de nouveaux, de fidèles, etc., de valeur client. Donc ça y est, maintenant on s'organise aussi avec une vision client. Et donc, évidemment, ce client est devenu le centre de notre stratégie. Et donc, comment on fait pour qu'à chaque fois qu'il soit en contact avec la marque, ce soit quelque chose d'inoubliable, ce soit quelque chose d'extraordinaire? Il faut que ça reste vraiment une expérience très luxe. Et donc, notamment sur la partie online, moi j'ai la chance d'avoir dans mon équipe toute la partie customer service, donc qui est basée dans chacune des grandes régions opérationnelles et e-commerce. Ce customer service, déjà, il est omnichannel. Il répond à la fois aux sollicitations et au téléphone, au contact des boutiques, mais aussi aux sollicitations des clients qui sont en ligne. Donc déjà, c'est merveilleux. On a déjà une équipe qui est omnichannel par essence. Donc elle réunit. Elle peut retrouver un client online qui a déjà acheté dans un magasin, dans une autre zone du monde. Voilà. Et ces équipes-là de customer service, ils ont accès au stock des boutiques, au bulk stock, au stock du online. Donc ils ont une vision complète du stock. Et ces personnes-là, qu'on appelle chez nous des ambassadeurs, évoluent de plus en plus dans un rôle de personal shopper. Quand un client vient sur le site, il a besoin de rentrer en contact. Donc on a plein d'outils, on a le téléphone. Donc sur les fiches produits, on a un bouton. Là, quand 90% de notre trafic est sur smartphone. Quand quelqu'un est sur smartphone qui est une fiche produit, il peut, en cliquant en un clic, téléphoner et parler à un ambassadeur du customer service pour lui demander conseil. Nos ambassadeurs et customer service sont formés sur les nouvelles collections, connaissent l'histoire de la maison, connaissent l'histoire des produits, connaissent par cœur, ils peuvent aider au conseil de taille, ils connaissent les avantages et les inconvénients en fonction de ce que le client va rechercher. Si c'est quelqu'un qui cherche un mari qui va offrir à sa femme sa première paire d'escarpins, on va lui poser plein de questions sur la forme de son pied, etc., pour trouver vraiment la chaussure idéale. Donc il y a un vrai accompagnement humain. Alors on essaye en ligne d'accompagner au maximum et d'élever l'expérience au même niveau qu'elle peut être en boutique. Malheureusement on ne peut pas les toucher, mais au moins on a cette interaction donc soit par téléphone, soit par email, soit par chat. Donc le chat est de plus en plus utilisé aussi pour pouvoir interagir avec le client. Parfois les clients ne veulent pas se montrer, mais sont très contents de pouvoir discuter avec quelqu'un. Et puis si on veut aller plus loin, on va proposer la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc soit de prendre un rendez-vous en boutique,
et d'aller rencontrer quelqu'un en boutique, soit si c'est compliqué, de faire un rendez-vous virtuel. Et là, on s'installe dans un showroom et on peut présenter la nouvelle collection, on peut présenter certains produits dans un showroom et avoir une vidéo ça, et c'est pour montrer tous aux les clients. tout clients. Oui, c'est pour tout client, absolument. Comment vous utilisez toutes ces données-là à des fins plus marketing Ouais. Alors c'est assez rigolo dans le luxe, encore une différence quand on parlait. Il n'y a pas de service marketing dans le luxe. Il y a un service communication, il y a un service commercial, business, mais on ne parle pas de marketing. C'est un peu un gros mot, le marketing. Dit-elle après avoir passé des années. Mais là, moi, je n'ai pas un titre marketing. Ah ouais. Je ne suis pas marketing. Alors évidemment, on va l'utiliser, cette donnée. Cette donnée, c'est notre trésor, la donnée client. C'est le client qui va nous montrer le chemin. Donc en analysant le comportement du client, on sait la stratégie qu'on doit implémenter. On sait comment elle évolue. Si on regarde l'évolution de la stratégie client, on va voir comment, avant d'aller en boutique, à 95%, ils vont d'abord consulter le site, ils vont préparer leur visite. Donc c'est très important de refléter l'intégralité du stock, qui est le site, encore une fois, est la vitrine de la marque. Donc je parlais de storytelling, etc. Mais c'est aussi en termes d'offres. Un client va s'attendre à voir sur un site e-commerce de marque l'intégralité, l'exhaustivité de l'offre. Va aussi s'attendre à avoir les produits en last chance. Si je ne peux plus les trouver en boutique, il y a peut-être encore une chance que je les trouve, c'est en ligne. Donc il faut que ce site reflète tout ça. Et donc toutes ces données-là, on les agrège, on a pas mal d'outils. Alors on fait beaucoup de travail de plus en plus avec notre équipe IT qui s'est considérablement structurée et développée pour construire une vision et une architecture technique solide qui fasse en sorte qu'on ne travaille pas en silo, mais que tout ça soit agrégé et qu'il y ait des flux et des API qui partent d'un outil à l'autre, qu'on puisse nourrir nos partenaires divers et variés avec lesquels on travaille, que ce soit nos partenaires d'un média digital, nos différents outils de CRM, nos outils de personnalisation. Toutes ces sociétés avec lesquelles on travaille, on va les nourrir régulièrement de ces données-là, les plus riches possibles, les plus qualifiées possibles, pour permettre aux algorithmes d'être un peu plus intelligents. Après, moi je suis convaincue, et je pense que dans le luxe c'est encore plus important, qu'il faut de l'intervention humaine. C'est que l'algorithme ne veut pas faire 100% du travail, et que et surtout si on veut rester singulier, si on veut rester unique, et qu'on veut permettre à nos clients de rester audacieux, d'oser, il faut aussi qu'on leur fasse découvrir nos nouvelles collections. Donc le machine learning, quand il y a des nouveaux produits, ils partent de zéro, la machine elle ne les connaît pas. Donc il faut aussi que humainement on soit capable de montrer ces produits-là aux clients, donc d'avoir une couche de ce qu'on appelle de visual merchandising, de e-merchandising, et dans les boutiques aussi, mais sans forcément se baser sur la donnée, mais laisser la chance aussi à la nouveauté d'être découverte. Donc je pense qu'il y a toujours du 80-20. La machine peut faire 80% et elle pourra sûrement très bien la faire si on la nourrit bien, mais il faut garder 20% d'intervention humaine pour permettre cette découverte. Écoute, on est déjà à quasiment 1 heure dans 5 secondes d'échange sur le boutin. Je suis sûr que tu n'as pas vu passer le temps. Non. Moi non plus. J'ai adoré la façon avec laquelle tu nous as présenté la marque Christian Louboutin et puis avant ça, le parcours professionnel qui a été le tien. Je crois que tu nous as appris beaucoup de choses sur les codes du luxe, sur la façon avec laquelle vous les utilisez chez Christian Louboutin. Est-ce que tu veux rajouter un truc que j'aurais oublié ? Bon, on n'a pas parlé de l'IA, mais évidemment, elle est aussi présente. Ouais, mais l'IA, en fait, l'IA, on peut parler d'IA des algorithmes, et ça j'en ai parlé, mais c'est une IA qui existe, et déjà Google fait de l'IA, c'est basé sur de l'IA, la personnalisation, la recommandation produit, c'est de l'IA, enfin voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est finalement c'est l'IA générative qui change quelque chose. Qui change quelque chose, voilà. Mais Christian Louboutin, c'est une marque de luxe tech. C'est-à-dire que la tech est quelque part un peu présente dans... On me l'avait jamais dit, voilà. Mais ça me fait plaisir d'entendre ça. Je suis pas sûre que ce soit la façon dont toutes les personnes du comité de direction décrivent la marque. Voilà, et ben tu vois, on va faire changer les choses. Mais non, moi j'essaye en tous les cas d'apporter c'est ce que tu essayes de dire, cette vision-là avec...
Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est venu me chercher, mais moi j'ai une vision un petit peu différente. Moi j'ai une vision très tech, j'ai toujours travaillé avec de la technique. Moi, un directeur technique, il peut mettre des étoiles dans les yeux. Et c'est vrai que c'est pas toujours le cas. La technique, elle est plutôt, quand je suis arrivée dans la maison, la technique, elle était plutôt considérée comme c'est l'équipe qui nous coûte une fortune et qui met des plombs à sortir des projets. Et on comprend rien de ce qu'ils nous racontent parce qu'ils ont leur langage compliqué. Et en fait, moi, je suis convaincue que la technique, voilà, moi, je suis pas technique, mais j'arrive à simplifier le langage technique. Et je me dis que la technique, elle est au service du business. Bien sûr. Et on peut faire des choses merveilleuses à l'ère de la data et de l'intelligence artificielle si la technique est bien construite et bien pensée, avec une vraie vision. Et moi, là, mon rôle, c'est de donner cette vision à 3 ou 5 ans, et c'est ça qui me plaît, de savoir voir les tendances du marché, de me dire où est-ce qu'on et de quoi on a besoin pour construire cette vision-là, quoi. Écoute, merci Odile pour cet échange. Si on veut te joindre, c'est LinkedIn le meilleur des moyens. Oui. Via LinkedIn. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et les messages d'encouragement que vous ne manquez pas de me faire parvenir. Merci au One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode. Et puis, il me reste à te dire à très bientôt, Odile. Merci beaucoup.